Je souhaite maintenant la bienvenue à Force Jeunesse. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et ensuite dire votre exposé. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers membres de la commission. Au nom de Force Jeunesse, je tiens d'abord à vous remercier de prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui dans le cadre de cet important projet de loi sur l'encadrement du travail des enfants. Avant de débuter notre présentation, on va se présenter. Donc, Simon Tellez, président de Force Jeunesse depuis maintenant 3 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis conseiller stratégique à l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Donc, je suis responsable des affaires juridiques des relations gouvernementales. Mais Force Jeunesse, depuis déjà 6 ans, occupe beaucoup de mon temps et de mon énergie et c'est vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. J'ai eu la chance aussi de pratiquer en droit du travail, donc c'est un sujet qui m'interpelle tout particulièrement. Je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, Lauriane Derry, vice-présidente exécutive chez Force Jeunesse depuis maintenant 2 ans. Et dans la vie de tous les jours, je suis conseillère principale affaires publiques et gouvernementales chez Boralex. Et je m'appelle Éliane Racine, je suis vice-présidente au contenu chez Force Jeunesse et dans la vie de tous les jours, je fais un doctorat en relations industrielles à l'Université de Montréal. Donc, pour vous présenter brièvement notre organisation, certaines la connaissent déjà. Notre mission est vraiment de défendre les droits et les intérêts de la jeunesse en matière de politique publique, toujours dans une perspective d'équité intergénérationnelle. Donc, ça vous permet de comprendre un peu l'angle d'analyse qu'on aura sur le projet de loi aujourd'hui. On regroupe à la fois des membres individuels qui sont tous des jeunes de moins de 35 ans et des membres associatifs qui sont aussi composés de jeunes dans différents secteurs. Depuis notre fondation, il y a déjà 25 ans, les questions de droit du travail ont toujours occupé une place très importante. On n'a qu'à penser au dossier des clauses de disparité de traitement par lequel on est très fiers des avancées récentes qui ont été faites sous le leadership de M. le ministre et qu'on continue de surveiller encore aujourd'hui. Maintenant, après l'adoption du projet de loi 14 l'année dernière visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail, on a le sentiment que le projet de loi 19 sur l'encadrement du travail des enfants vient compléter le bouclier législatif qui vise à protéger les jeunes qui sont particulièrement vulnérables sur le marché du travail. On sait que les répercussions et les décisions, que les décisions et les conditions d'emploi des premières expériences des jeunes influencent leur trajectoire professionnelle et consolident aussi les inégalités intragénérationnelles qui seront présentes tout au long de leur vie. Pour cette raison, on tient à souligner notre appui aux dispositions qui sont déjà énoncées dans le projet de loi 19 et on salue la décision du gouvernement de vouloir d'abord introduire un âge minimum au travail, une durée de travail maximale et en réitérant l'importance de considérer les risques qui sont propres à cette population en matière de santé et sécurité au travail. Cependant, il y a certaines problématiques concernant l'encadrement des jeunes et des enfants au travail qui ne sont pas considérées par les modifications proposées des lois du travail, d'où certaines des recommandations qu'on voudra porter à votre connaissance aujourd'hui. Avant de débuter, quelques statistiques qui nous apparaissent importantes. Selon le dernier portrait lésionnel des jeunes travailleurs de 24 ans ou moins qui a été réalisé par la CNESST tout récemment, on apprenait que plus de 31 jeunes par jour étaient victimes d'une lésion au Québec en 2021. C'est un chiffre qui, pour nous, est très, très préoccupant. Et de ce nombre, le nombre de lésions chez les 24 ans ou moins est en hausse, lui, de 12,5 % depuis 2016, alors que les jeunes de moins de 20 ans sont aussi particulièrement touchés avec une hausse de 27 % depuis 2016. Et les statistiques auprès des 17 ans et moins sont peu reluisantes, encore pires que celles que je viens de vous énoncer. Donc, à la lumière de ce qui précède, pour nous, une intervention législative était nécessaire et Force Jeunesse se rallie au consensus qui a été exprimé par les membres du CCTM pour établir notamment l'âge minimal du travail à 14 ans, sauf pour les exceptions qui ont été prévues dans le projet de loi. Exceptions qu'on veut restreindre le plus possible. Parce que dans l'esprit de l'article 84.2 de la Loi sur les normes du travail, tout travail effectué par un enfant doit être proportionné à ses capacités, ne pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou à son développement moral. Alors, pour cette raison, on est d'avis que les exceptions devraient être limitées le plus possible et ne pas être étendues, malgré les représentations que certains groupes pourraient vous faire. En ce qui concerne les agences de placement de personnel, on va un peu plus loin. On est d'avis qu'il faudrait interdire qu'elles puissent embaucher des jeunes de moins de 18 ans, considérant les risques accrus pour les jeunes de subir un accident de travail dans ce type d'organisation du travail tripartite. Ça fait l'objet notamment de notre recommandation 2. N'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus tard. Alors sur ce, je vais laisser la parole à ma collègue Eliane qui va vous parler de surveillance et de formation.
Merci, Simon. Avant de poursuivre, nous tenions simplement à vous mentionner qu'on ne passera pas en détail chacune des recommandations, mais on est disposé là, à pouvoir répondre à des questions sur l'ensemble des recommandations qui se trouvent dans notre mémoire. Pour améliorer l'encadrement du travail des enfants puis augmenter la portée effective du projet de loi 19, il est nécessaire de s'assurer que les milieux de travail se conforment aux dispositions législatives. On dispose déjà de plusieurs lois et règlements qui visent à assurer la santé et sécurité au travail. Les changements législatifs qui sont prévus dans le projet de loi 19 n'auront pas une grande incidence si les milieux de travail ne se conforment pas à ces dispositions. Dans cette perspective, en introduisant des mécanismes pour renforcer les dispositions déjà existantes, on serait en mesure d'améliorer la conformité des organisations, mais également d'obtenir un meilleur portrait de la situation. Notre recommandation 6 concernant la divulgation auprès de la CNSST d'accidents de travail impliquant des jeunes de 16 ans et moins, de même que nos recommandations 10 et 11 concernant le dépôt d'un rapport sur la mise en application de la loi et l'adoption d'un programme de surveillance ciblé de la part de la CNSST aideront à atteindre cet objectif double. D'autre part, pour bien des jeunes visés par le projet de loi 19, le travail que l'on souhaite encadrer constitue la ou les premières expériences en emploi. Or, le manque d'expérience ou de connaissances pour occuper un emploi peuvent agir comme des facteurs de stress pour un jeune ou amener à des accidents de travail. Afin de renforcer les dispositions déjà existantes dans la loi sur les normes du travail et dans la loi sur la santé et sécurité du travail, nous proposons d'intégrer la divulgation des heures de formation qui sont suivies par le jeune de moins de 14 ans dans le formulaire prévu à l'article 2 du projet de loi. Et nous proposons également d'intégrer une obligation pour les employeurs de tenir un registre de formation suivi et des périodes d'entraînement pour les jeunes de 16 ans et moins en vertu de l'article 51 de la LSST. Les efforts de formation vont devoir aller au-delà des dispositions législatives. En plus d'augmenter l'offre de formation, il faudra également s'assurer de développer et d'adapter le contenu des formations aux jeunes. En terminant, il serait important de ne pas former uniquement les jeunes, mais également les intervenants qui gravitent autour du jeune. On parle notamment des employeurs, les collègues, les professeurs et les parents. Sur ce dernier point, permettre aux titulaires de l'autorité parentale d'accompagner le jeune dans sa démarche de plainte aiderait à protéger davantage les jeunes sur le marché du travail. Je cède maintenant la parole à ma collègue Lauriane. Merci, Eliane. La santé, la sécurité et le bien-être des jeunes ne peuvent pas juste être considérés au niveau des normes et des conditions de travail, mais doivent plutôt être considérés comme un tout avec l'ensemble des sphères dans lesquelles les jeunes évoluent. Les contextes familial et scolaires, par exemple, ont un rôle déterminant à jouer dans le développement de leur plein potentiel. C'est pour cette raison que la collaboration entre les différents ministères, comme celui de la famille, de l'éducation et de la jeunesse, est primordiale pour mettre en place des politiques et des programmes qui sont cohérents et complémentaires, toujours dans l'objectif de protéger le jeune et de maximiser ses conditions de succès. Le secrétariat à la jeunesse a d'ailleurs déjà mis en place un comité interministériel jeunesse. Considérant les corrélations qui sont requises pour encadrer adéquatement l'emploi chez les jeunes, ce serait pertinent que ce comité soit mandaté pour mettre en place un plan d'action interministériel qui permettrait à la fois d'arrimer les politiques et de partager des données pour mieux comprendre l'impact du travail et du projet de loi 19 dans la vie des jeunes. D'ailleurs, le plan d'action jeunesse vient à échéance l'année prochaine, ce qui représente une belle opportunité pour concrétiser cette idée. Finalement, l'aspect primordial qu'on se doit de considérer, c'est la place que devrait occuper le jeune dans l'élaboration jusqu'à la mise en place des initiatives qui, ultimement, lui sont dédiées. Que ce soit de l'inclure dans le comité SST déjà existant sur son lieu de travail s'il y en a un, de l'inviter aux tables de décision ou simplement de le consulter, il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour faire état de sa réalité et des meilleurs moyens qui devraient être mis en place pour le mobiliser. Pour conclure, j'aimerais réitérer que Force Jeunesse appuie et salue les dispositions qui sont proposées dans le projet de loi 19. Alors que la pénurie de main-d'œuvre bat son plein et que l'inflation met de plus en plus de pression sur la population, le Québec ne peut plus se permettre de mettre à risque sa plus grande richesse. On ne peut plus se permettre d'enregistrer des hausses de plus de 200 % en matière d'accidents de travail chez les jeunes de moins de 15 ans. On ne peut plus se permettre de compter plus de 30 jeunes blessés par jour. Un seul, c'est déjà trop.
Le travail des enfants ne peut pas être la solution aux enjeux économiques et sociaux actuels et on se doit, en tant que société, d'offrir un environnement sain et sécuritaire pour permettre à notre élève de s'épanouir pleinement. Sur ce, nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier pour votre présence et le temps que vous avez consacré à la préparation de votre mémoire qui, sincèrement, est assez touffu, assez intéressant et aussi très pertinent. Je pense que ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est la relève de demain, c'est la force du Québec qu'on veut construire, c'est le Québec prospère de notre avenir. Et c'est une avancée, hein, parce qu'on parle aussi d'harmonisation avec ce qui se fait dans le reste du Canada, puis avec la Convention sur les droits de l'enfant issue des travaux de l'Organisation internationale du travail. Je pense que ça ne fait pas de doute. L'objectif de protéger nos jeunes, puis c'est pas que la sécurité physique, c'est la santé psychologique aussi, puis de permettre un parcours académique qui soit le plus harmonieux possible. Je pense qu'on adhère tous aux objectifs. Maintenant, puis je trouve ça intéressant parce que je connais votre intérêt profond pour l'équité intergénérationnelle, puis là, je réalise que en matière de présence des jeunes dans le marché de l'emploi, la conjoncture économique puis la pénurie de main-d'œuvre, qui est un facteur un peu externe, non provoqué par les employeurs ou les partenaires du marché de l'emploi, engendre une certaine équité intergénérationnelle. Faites-vous cette lecture-là, Simon, ou un de vous trois? Vous voulez dire la lecture? Est-ce que la conjoncture économique, la pénurie de main-d'œuvre, mettant de la pression sur les employeurs, a un impact sur une présence accrue des jeunes sur le marché de l'emploi, puis engendre une forme d'inéquité avec les générations qui ont précédé, qui n'étaient pas nécessairement dans le même contexte? On voit plus de jeunes dans le marché de l'emploi et c'est ce qui explique une recrudescence du nombre d'accidents de travail. Bien, c'est certain que la conjoncture économique va venir mettre une pression sur le marché. Puis je pense qu'on l'a vu aussi il y a quelques semaines quand on parlait plus des retraites. Ça met une pression aussi sur garder plus longtemps les gens en emploi. Donc, au final, on a un problème qu'on a plus d'emplois par rapport au nombre de personnes qu'on a. Mais nous, ce qu'on dit, c'est les jeunes ne peuvent pas être la réponse à ce problème-là si ça vient nuire à leur développement. Puis je pense que faut pas oublier non plus qu'avec les changements technologiques qui sont en cours, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée et compétente, puis on peut pas se permettre qu'un jeune choisisse d'aller travailler plutôt que de terminer sa scolarité. Donc, c'est important de venir encadrer tout en sachant que le travail peut aussi jouer comme un facteur de protection pour certains jeunes. Donc, le projet de loi qu'on a actuellement sous les yeux permet justement de peut-être renforcer les aspects positifs qui peuvent être associés au travail, tout en venant mettre des balises pour éviter des situations où, justement, on met le jeune à risque là, sur le marché du travail. Tout à fait. C'est très bien dit parce qu'effectivement, le travail a une valeur et engendre certains bénéfices, mais c'est au-delà d'un certain nombre d'heures que là, la tendance s'inverse. Vous m'avez souvent entendu dire que c'est une responsabilité partagée, puis il faut s'assurer d'un engagement parental complet. C'est ce que le formulaire qui sera prescrit prévoira, là, avec des heures, avec des périodes de disponibilité, une description des tâches. Mais il y a aussi d'autres partenaires. Puis vous soulevez les agences de placement. Tu sais, il y a les milieux d'emploi, les employeurs, les syndicats, les écoles, mais les agences de placement, je veux juste, Lauriane, puis vous connaissez ça bien, je crois. Souvenez-vous du règlement qu'on a adopté le 1er janvier 2020. Les agences de placement doivent obtenir un permis de la CNSST puis doivent révéler les conditions de travail. Puis il y a quand même un suivi qui est fait de façon très importante. Puis dans la loi modernisant le régime de santé et sécurité, vous avez vu que les agences de placement, on a confirmé
leurs obligations en matière de santé et sécurité, spécifiquement là où il y a des comités paritaires de santé et sécurité, puis qu'on ne peut pas se dégager comme agence de sa responsabilité en matière de santé et sécurité, même contractuellement. Fait que c'était important pour moi de le rappeler. Puis les milieux de travail, il y a les mécanismes, vous l'avez soulevé, là, de prévention puis de participation des travailleurs, programme de prévention, plan d'action quand c'est 20 et moins. Il y a les représentants en santé et sécurité puis les agents de liaison. Il va falloir, je pense que la clé, c'est de bien identifier pour mieux contrôler et éliminer les risques. Et là, on remet l'accent. On fait une réplique des dispositions de la loi modernisant dans notre projet de loi 19. Et on dit aussi aux RSS et aux agents de liaison qu'ils vont pouvoir recommander que des tâches ne soient pas accomplies par des 16 ans et moins en raison des risques. Je voulais m'en assurer. Sur la divulgation aussi là, des accidents de travail, là où il y a des comités, l'employeur est contraint en vertu, là c'est la LATMP, de maintenir un registre et de dire ces accidents de travail. Puis quand il y a une absence au-delà de la journée où l'événement survient, on doit envoyer le formulaire de réclamation, puis l'employeur, l'avis de l'employeur et demande de remboursement. Puis on a toujours la description de l'événement, puis la date de naissance du travailleur. Mais c'est sûr que, puis je crois beaucoup en la formation, mais on parle de conciliation, études de travail, mais là, il faut aussi plusieurs des intervenants nous disent garder la loi simple. Si on veut faciliter son application, il faut que ça demeure simple. Puis il ne faut pas alourdir le fardeau administratif des entreprises. Là, je fais un petit peu une déclaration, là, mais tu sais, quand vous dites la formation, oui. D'ailleurs, il y a une aide financière pour les activités de sensibilisation, information, formation, mais divulguer, par exemple, à la CNSST des heures de formation, tenir un registre de formation, c'est certain que ça ne serait pas un incitatif à permettre une application souple de la loi. Tu sais, il faut sensibiliser, informer, puis former surtout les jeunes qui arrivent inexpérimentés, souvent leur premier emploi, ils ont besoin d'un encadrement additionnel pour les protéger, puis surtout éviter que le travail ait un impact négatif sur leur parcours académique. J'aimerais ça vous entendre sur l'accompagnement du parent. Bon, vous dites, vous avez beaucoup écrit sur l'accompagnement du jeune. Pourquoi vous référez particulièrement aux parents? Parce qu'il est le plus près, là, mais à quoi vous pensez particulièrement quand vous dites que le parent devrait pouvoir accompagner? Je ne sais pas si les membres de la commission ont déjà été faire une plainte sur le site de la CNSST pour des conditions de travail, mais ça nécessite un niveau de connaissance qui est quand même un peu plus élevé que simplement répondre oui/non à des questions. Là. Savoir si notre employeur est de régime provincial ou fédéral, même si on a un petit texte explicatif, ça demande un niveau de connaissance qui peut quand même être un peu plus élevé. Donc, à ce niveau-là, je pense que le parent peut très bien accompagner son enfant dans la rédaction là, de la plainte qui peut être faite, mais également aussi le formulaire de plainte, une fois qu'il est envoyé, c'est pas la fin de vos communications avec la CNSST. Par après, il peut y avoir des retours. Puis si on veut s'assurer que la balle n'est pas échappée en cours de route, bien, il faut qu'on puisse permettre aux parents peut-être de pouvoir suivre l'information. Puis on n'est pas en train de dire ici que systématiquement, le parent doit être mis en copie conforme là, sur les communications. Pour les enfants de 14 à 17 ans, ça pourrait être de mettre une case pour permettre aux jeunes de cocher pour que son parent puisse être mis en copie conforme. Pas besoin là, de le mettre comme une mesure qui serait de facto le mécanisme qui serait utilisé. Ensuite de ça, j'entendais les intervenants avant nous parler des entreprises familiales. Mais quand on parle d'entreprises familiales, des fois, il y a des gestions qui sont
pas les mêmes que quand on gère des employés qui ne sont pas nos enfants. Donc, encore là, il y a peut-être des manières qu'on puisse accompagner le parent et l'enfant là, pour être en mesure d'assurer que le milieu de vie et de travail soit sain et sécuritaire pour les jeunes. Puis ça peut passer, par exemple, par de l'offre de formation qui pourrait être faite par les associations sectorielles ou encore là, par du développement de contenu. Puis on le rappelle, là, le plan d'action pour la jeunesse arrive à échéance, donc va être reporté l'année prochaine. C'est le moment de pouvoir mettre des initiatives là, pour pouvoir aider les jeunes puis les outiller. Oui, je vais clore en vous remerciant de nouveau, mais je suis d'accord avec vous, Lauriane. L'accompagnement du parent, sans le préciser dans la loi, il est possible. La simplification des formulaires, je crois que c'est un enjeu. Puis on reçoit la CNESST cet après-midi, puis ils sont dans mon périmètre d'action, fait que, c'est juridiction fédérale, provinciale, puis c'est ça. Mais on sait, c'est parce que quand c'est de juridiction fédérale, l'indemnisation, c'est oui, donc LATMP, puis oui. LSST prévention, c'est non, là, la décision de la Cour suprême du Canada. Fait que je vais céder la parole à ma collègue de Laporte et ma collègue d'Anjou-Louis-Riel après, là, mais oui. Ah, OK, donc c'est ma collègue d'Anjou-Louis-Riel, c'est parce que tu m'avais dit Laporte. Ouais. Okay. Merci beaucoup, M. le ministre. Donc, on va poursuivre sur la même lancée. On a parlé là, de le mécanisme des plaintes de la CNESST. Donc, vous mentionnez l'accompagnement des parents, puisque ce n'est pas finalement là, facile d'utilisation, peut-être plus pour un public plus averti, avec soit par la terminologie juridique ou encore pour des raisons purement administratives. Vous pensez à quoi, hormis la simplification des formulaires, vous pensez à quoi comme nature d'adaptation? Bien, c'est certain, on pourrait également avoir des logiciels ou développer une application là, que le jeune pourrait ouvrir sur son téléphone puis utiliser directement l'application. Je pense que des lignes de communication, que ce soit par téléphone, par clavardage ou encore, bon, je ne sais pas si le courriel est la manière la plus adaptée, mais je pense qu'il y a quand même moyen là, de diversifier l'utilisation. Après, quand on parle de faciliter le processus, la CNESST a mis en place un programme Kinga qui vise les jeunes de secondaire et du primaire là, pour pouvoir faciliter l'apprentissage de connaissances, que ce soit là, en termes d'équité, de justice. Puis ce programme-là pourrait très bien servir aussi là, à pouvoir être une première amorce à mieux comprendre comment fonctionnent les différents mécanismes de la CNESST. Mais au final, je pense que l'approche qu'on doit retenir ne peut pas être choisie sans parler avec les jeunes qui vont utiliser ces moyens-là. Donc, même si on est Force Jeunesse, on n'est pas non plus le public cible de 12 à 13 ans ou de 12 à 17 ans là, qu'il faut consulter pour avoir des outils adaptés à leur réalité. J'ajouterais, pour compléter la réponse de ma collègue, que la sensibilisation auprès des jeunes de leurs droits, c'est fondamental. Ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes sont encore peu familiers avec ces éléments-là. Ils sont de plus en plus à faire une entrée sur le marché du travail à un jeune âge. Et donc, il faut qu'ils soient au courant des mécanismes, des processus. On a tous des jeunes autour de nous qui ont été victimes soit d'un accident ou d'une problématique au travail. Ils ne savaient pas où regarder. Et ce n'est pas tous les jeunes qui ont la chance d'avoir un soutien familial qui peut les accompagner dans des procédures comme ça qui sont complexes. Donc, on doit toujours améliorer l'éducation et je pense qu'on devrait, dans certains cursus académiques même, intégrer certaines notions de base de droit du travail qui seraient très utiles là, auprès des jeunes et qui permettraient de diminuer également les accidents de travail. Il y a une stratégie jeunesse, d'ailleurs, à la CNESST, Simon, là, puis il y a 122 000 élèves primaires, secondaires qui ont été rencontrés pour les sensibiliser à leurs droits. J'aimerais ça inviter ma collègue de Laporte qui a aussi une question. Oui, merci beaucoup à vous trois de votre présence et votre participation. Madame la Présidente, il reste combien de temps environ? 2 minutes 30. 2 minutes, parfait. Merci beaucoup. Alors, oui, je voudrais connaître, selon vous, vous représentez les jeunes, mais selon vous, quel serait l'impact de l'interdiction sur les entreprises?
voulez dire pour l'interdiction de travailler pour les 14 ans et moins? Quel impact vous pensez que ça pourrait avoir sur les entreprises? C'est certain que ça va avoir un impact sur certaines entreprises, probablement dans certaines régions, dans certains secteurs plus que d'autres, mais à partir du moment où on dégage un consensus sur le fait que jusqu'à 14 ans, les jeunes ne devraient pas travailler pour des raisons de fréquentation scolaire, des raisons d'intégrité physique parce qu'ils sont particulièrement vulnérables. Les exceptions à ce principe-là devraient être les plus limitatives possibles. Et sincèrement, si des entreprises, encore aujourd'hui, dans leur modèle de travail, dépendent du travail des 11... C'est de ça qu'on parle, là. On parle d'entreprises dont le travail des 11, 12, 13 ans est une composante essentielle. Je pense que le modèle d'affaires devrait peut-être être reconsidéré, là. Pour nous, c'est inadmissible qu'on soit en situation de dépendance de cette main-d'œuvre-là. Et ça nous en dit beaucoup aussi sur toutes sortes de problèmes sociaux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent parce que les familles ont besoin de ce revenu-là d'appoint. Donc, de travailler aussi sur nos programmes sociaux permet d'éviter que des jeunes fassent une entrée précoce sur le marché du travail. Donc, pour nous, il va y avoir un impact, on en est conscient, mais je pense qu'on peut trouver d'autres solutions que le travail des 11, 12, 13 ans pour faire face à ces défis-là. Monsieur le ministre, en conclusion, une minute. Pour le plus grand bien-être de la société québécoise et pour la construction d'un Québec fort, je pense qu'il faut redire l'importance de notre jeunesse, puis ça passe par les connaissances et la sécurité. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Maintenant, nous allons céder la parole à Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la présidente, et merci beaucoup aux différents représentants de Force Jeunesse de venir témoigner ici aujourd'hui. Je pense que les différents objectifs de réussite académique des jeunes, de diminution des différentes lésions professionnelles, des différentes lésions au milieu de travail, qui ont été constatées, l'augmentation de différents accidents de travail qui ont été constatés donc, au cours des dernières années. Donc, nous font en sorte que nous sommes ici à partager ces différents objectifs-ci. Et également, l'objectif complémentaire de nous assurer qu'on puisse avoir une main-d'œuvre à long terme qui soit mieux formée, soit plus productive, et également donc, au bénéfice d'une économie plus forte. Et je repense un peu à votre mémoire dans le cadre des consultations sur le régime des rentes du Québec qui faisait état du parcours tout au long de la vie active de la personne pour en arriver à des revenus de retraite supérieure à la fin de ce parcours-là. J'ai l'impression que je vois aussi une certaine adéquation entre vos positions passées et celles que vous mettez de l'avant aujourd'hui. J'aimerais revenir tout d'abord donc sur votre deuxième recommandation au niveau donc de l'interdiction à une agence de placement personnel de faire effectuer un travail par un travailleur de moins de 18 ans. Je sais que donc, le ministre a apporté quelques précisions à cet effet. Mais on n'a plus eu l'occasion de vous entendre sur les risques. Dans votre mémoire, vous en faites état, mais vous déplorez donc, le manque de données probantes là, à cet effet. Donc, j'aimerais... donc, je vous laisserai y aller là-dessus. Merci beaucoup pour l'opportunité de vous en parler davantage. Effectivement, le manque de données, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus parce que autant dans l'avis du CCTM que dans le mémoire des autres intervenants, je pense que c'est une question qui est assez unanime. Puis si on peut ressortir de la commission en se disant qu'on doit en faire plus en matière de données, ce sera déjà un gain très important pour la jeunesse. Puis ça nous permettra aussi d'ajuster nos politiques publiques, nos projets de loi, nos règlements, une fois qu'ils sont adoptés, parce que ce sont des textes qui sont vivants. Puis si on se rend compte qu'une exception quelques années plus tard, a causé plusieurs accidents, plusieurs lésions, il faut se laisser aussi l'opportunité de faire des réajustements. Maintenant, concernant le travail des agences, selon une étude qui a été réalisée par la CNE, en fait par la Commission des normes du travail en 2012, c'était 40 % du personnel d'agence qui était composé de 16-24 ans. Donc, on ne sait pas exactement comment ça a évolué depuis, mais c'est quand même un chiffre, nous, qui nous avait frappés. Et également, selon la distribution des lésions professionnelles, bien, les blessures des jeunes au travail étaient surreprésentées dans ces milieux de travail-là. Et on peut se l'expliquer aisément. Hein? C'est une relation de travail qui est tripartite. Donc, entre le jeune, l'agence et un milieu de travail où il est envoyé, c'est plus difficile pour l'agence qui est de l'employeur de faire le suivi des formations qui sont données aux jeunes. C'est un environnement de travail qui peut changer régulièrement dans une même semaine. Donc, c'est difficile qu'un jeune soit formé, connaisse le milieu de travail, connaisse les risques
inhérent à chacun des milieux de travail où il est envoyé. Donc, pour nous, c'est un modèle d'organisation du travail qui représente un risque accru pour les jeunes. Et tant qu'on n'a pas de données là-dessus, sachant, en fait, les données qu'on a nous indiquent déjà qu'il y a plus de lésions. Donc, à défaut de données contraires, pour nous, ce serait important, même pour ce secteur-là, d'être plus restrictif que ce qui est proposé dans le projet de loi, d'étendre ça à 18 ans. Pourquoi 18 ans et non 16 ans? En fait, c'est selon la Convention numéro 138 sur l'âge minimum que le Canada a signé, évidemment qui ne lie pas le Québec, mais pour nous, les principes qui sont dans ce document-là, cette convention internationale-là, sont super intéressants. Ce qu'on prévoit, c'est qu'on interdit formellement tout travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité avant l'âge de 18 ans. Donc, il vient là pour nous, cette balise-là de 18 ans. Et tant qu'on n'est pas en mesure de prouver que ces milieux-là sont sécuritaires pour les jeunes, bien, pour nous, notre devoir, c'est de les protéger. Puis, si je peux ajouter aussi, il y a aussi le besoin de formation, puis les enjeux de formation liés au changement de milieu de travail du jeune, mais il y a aussi l'application des mesures. Donc, la surveillance est beaucoup plus difficile à faire quand tu as deux employeurs, si on veut, donc l'entreprise cliente plus l'employeur. Il y a aussi cet enjeu-là à ce niveau-là. Donc, c'est pas juste non plus une question de formation, mais vraiment d'application des mesures, s'assurer que le jeune est en effet bien encadré, qui présente un enjeu à nos yeux. Merci. Puis vous indiquez également donc qu'il y aurait aussi donc une sous-déclaration des lésions professionnelles pour le personnel d'agence pour ce qui est des jeunes travailleurs. Bien, c'est ce qu'on a pu constater là, dans les différents écrits de la littérature, mais encore une fois, je réitère que les données étant quand même pas disponibles de manière superflue, là, c'est très difficile de pouvoir vous donner un portrait exact de la situation. Puis quand on fait la somme il n'y a pas beaucoup de données sur les 17 ans et moins, plus il n'y a pas beaucoup de données sur les travailleurs d'agence, puis ça devient difficile là, d'avoir un portrait vraiment exact de ce qui se passe dans ces milieux-là. Mais au final, pour nous, puis je pense que c'est un peu l'esprit du projet de loi 19 aussi, c'est dans certains cas, on va mettre en place des dispositions par mesure de précaution et non pas parce qu'on a attendu de voir qu'il y avait 200 accidents pour se dire, bien, peut-être qu'il faudrait légiférer sur cet aspect-là. Donc, l'idée d'interdire, c'est vraiment plus une mesure de précaution qu'une mesure là, qui découle de données probantes. Merci. Puis, et effectivement, donc on l'indique, donc c'est une mesure de précaution et non pas, on ne se base pas donc, nécessairement donc, sur les données probantes qui sont disponibles, mais est-ce qu'on a quand même, ne serait-ce que de façon donc plus anecdotique, donc un certain portrait là, des entreprises types, des entreprises clients types vers lesquelles donc les jeunes travailleurs là, qui sont donc employés par les agences de placement, donc dans lesquelles elles se retrouvent? Bien là, c'est un peu difficile pour nous de vous faire un portrait de quelle agence embauche plus de jeunes que d'autres, mais non, plutôt dans quel type d'entreprise cliente les jeunes finissent par se retrouver au cours d'une certaine période de travail? Bien, ça va dépendre c'est quoi le service qu'offre l'agence de placement en tant que telle. Là, si vous offrez un service journalier pour pouvoir aller travailler dans un entrepôt, bien, probablement que le milieu de travail, ça risque d'être un milieu où il y a des chariots élévateurs. Il peut y avoir différents mécanismes, là, que ce soit de l'entreposage ou autre. Si c'est plus une agence de placement qui est liée, même s'il y en aura plus bientôt, là, mais liée à la santé puis les services sociaux, là, dans ce cas-là, on est peut-être davantage dans des milieux comme les CLSC, CHSLD ou des résidences. Puis après, si c'est plus un service, par exemple, de nettoyage ou autre, bien là, c'est très grand et vaste là, ce qu'on peut faire comme emploi dans les entreprises clientes. C'était ma question ici aussi d'imaginer si on est au-delà des données, là, si on est en mesure d'émettre donc certaines hypothèses entre le type de lieu de travail où le jeune se retrouve au final au sein de l'entreprise cliente et le niveau de risque là, qui est associé à ce travail-là. Donc, j'imagine que vous avez quand même certaines hypothèses aussi à cette Mais en fait, je dirais que ce soit pour les agences de placement ou même pour les entreprises puis les salariés là, qui sont dans une relation traditionnelle,
on a peu de données sur les jeunes de 17 ans et moins, de savoir exactement quel emploi ils occupent, c'est quoi les conditions qu'ils ont. Puis quand on parle de formation puis de surveillance, ça peut varier d'un milieu à l'autre. Si tu es syndiqué ou non, ça peut faire une différence au niveau des conditions d'emploi que tu vas avoir. Si ton employeur est une PME versus une grande entreprise. Donc, il y a tellement un portrait important à faire sur quels sont les emplois occupés par les jeunes, que je ne m'avancerai pas nécessairement là, à faire des hypothèses sur les agences de placement en tant que telles. Par contre, je réitérerais que dans la recension de littérature qui a été faite par la CNSST en 2020, un des constats qu'il y avait par rapport aux jeunes dans les agences de placement, c'est que le manque de formation puis le manque de surveillance était la cause d'accidents de travail. Donc là, si la CNSST est elle-même au courant de ces deux facteurs-là, je pense qu'on peut se permettre d'appliquer une mesure de précaution là, pour le travail d'agence, quitte à, par après, là, rectifier la situation si finalement ce sont des milieux sains. Là. Notre objectif, c'est pas d'empêcher les entreprises d'avoir de la main-d'œuvre, c'est juste de s'assurer que le bien-être de la personne qui occupe l'emploi est primordial au fait qu'on a trouvé des bras pour faire l'emploi en question. Là. Oui. Donc, ainsi, donc, au-delà de ce que le ministre vient des différents rappels là, que le ministre vient d'émettre, donc toute la question de la surveillance, puis aussi de la précarité de l'emploi et le fait donc de jeunes, donc l'entreprise elle-même donc a donc cette capacité là, d'offrir une certaine formation et que les employés d'agence ils sont contraints, étant donné que le jeune, finalement, donc, finit par changer de milieu de travail et qu'il n'y a pas cette continuité-là donc, dans le parcours de travail. Ça constitue un risque additionnel qui demanderait à ce qu'on applique le principe de précaution. C'est bien ça? Oui, puis peut-être juste avant de laisser la parole à mon collègue, je pense que quand on parle de formation, des fois, on a en tête l'idée d'une formation de 3 heures, là, mais ça ne veut pas dire, quand on dit qu'il faut former dans les milieux de travail, des fois, c'est juste prendre le temps d'expliquer aux jeunes, bien, s'il se passe quelque chose, la trousse de premiers soins est là. S'il y a tel problème, la personne ressource, c'est elle. Puis cette partie-là là, de formation en emploi est importante, puis elle permet d'éviter des fois là, des accidents de travail. Puis c'est certain qu'il y en a déjà qui se fait en milieu de travail, mais ce qu'on constate, c'est que les jeunes, souvent, sont ceux qui ont le plus besoin de formation, puis des fois, on va juste les envoyer, puis vas-y, commence ton emploi. Puis c'est ça qu'on veut éviter. Là, c'est une situation où tu es catapulté dans un travail, puis que tu n'as pas les ressources nécessaires pour effectuer ton travail adéquatement. En effet, puis on a bien entendu de différents experts là, que bien souvent, les lésions professionnelles là, qui arrivent aux jeunes en milieu de travail sont bien souvent causées par le manque de formation et surviennent en tout début de parcours, là, souvent donc, dans les heures ou les jours qui suivent l'entrée à l'emploi. J'aimerais vous entendre aussi donc, sur un autre sujet dont on a moins parlé dans le cadre de cette commission, qui est la question de la disparité de traitement en matière d'indemnisation. Peut-être détailler un petit peu plus. Là. Vous dites que donc, la lésion professionnelle d'un jeune de moins de 18 ans coûte moins cher à un employeur que celle d'un travailleur de plus de 18 ans. En 30 secondes. Oh, mon Dieu. Bien, en 30 secondes, c'est l'article 80 de la LATMP, donc c'est pas nous qui l'a mis en place, mais je pense qu'à l'époque, elle était peut-être adaptée, mais avec la croissance des salaires puis l'augmentation du salaire minimum, ça fait en sorte que maintenant, le montant d'indemnisation ne représente pas autant que ce qu'on va donner à un travailleur de plus de 18 ans qui effectuerait le même emploi, mais qui ne serait plus aux études. Merci. Merci. J'ai besoin de votre consentement pour aller au-delà de l'heure prévue pour permettre à notre collègue là, d'avoir tout son temps de période de question. Consentement? Merci. Alors, la parole est à vous, Madame la députée de Verdun.
Merci beaucoup, puis merci aux représentants de Force Jeunesse d'être là avec nous. Étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, je vais aller directement à mes deux questions. Dans la première, dans la recommandation 5, tout à l'heure, on a eu un échange sur le rôle des parents dans l'accompagnement des mécanismes de plainte. Puis j'aimerais vous entendre sur des cas d'exception lorsqu'on parle d'une entreprise familiale et ce sont parfois des parents qui sont à la fois employeurs. Donc, comment vous voyez des mécanismes de plainte qui accompagnent les jeunes dans des situations qui sont plus problématiques? Vous voulez dire comment on pourrait accompagner un jeune qui voudrait faire une plainte contre quelqu'un membre de leur famille? Je sais, c'est des cas d'exception, oui, mais... Oui. Mais c'est certain que là, à ce niveau-là, il faudrait qu'on trouve une personne ressource qui n'est pas le parent en question, là, ou le lien de parentalité. Puis, je pense que sur cet aspect-là, les professeurs peuvent être, à la limite, au moins le point de rencontre pour pouvoir dire, bien, écris à telle personne ou quoi que ce soit. Après, il y a peut-être aussi moyen là, de réfléchir collectivement ensemble à des ressources qu'on pourrait développer. Là, on peut penser, par exemple, aux aires jeunesse qui existent, les aires ouvertes, pardon, qui existent déjà. Donc, est-ce que ce serait d'outiller les conseillers qui sont dans les aires ouvertes pour être en mesure là, d'accompagner le jeune dans sa plainte? Puis ça pourrait être une autre manière là, d'aider à répondre à cet aspect-là en particulier. On parlait aussi tantôt, notamment, là, de rendre peut-être plus accessible là, le formulaire de plainte sur le site de la CNESST, puis de donner plus accès peut-être à des ressources. Puis je pense que dans ce cas-là précis, d'avoir un jeune qui veut déposer une plainte et qui aurait accès à quelqu'un qui peut l'accompagner du côté de la CNESST à travers le processus également, ça pourrait peut-être être intéressant. Merci. Ça répond à ma question. Donc, j'aimerais vous entendre sur votre recommandation 1 dans le cadre des formations. On a entendu d'autres intervenants nous parler des formations obligatoires, suivant un modèle inspiré de ce qui se fait en Saskatchewan, au Manitoba, donc des formations plus nationales. Je voulais avoir votre avis là-dessus et un peu aussi sur comment on veille à que ces formations-là soient suivies par tout le monde. Donc, la première chose, c'est en matière de formation, on peut avoir un modèle qui est un peu mixte, si on veut, là, c'est-à-dire qu'il y a un volet qui pourrait être obligatoire puis donné à travers un programme là, qui pourrait être via le système d'éducation, où là, la portée de la formation va être plus grande parce qu'on est vraiment capable d'aller toucher chacun des jeunes qui est dans le système éducatif. Cependant, on l'a déjà mentionné, la formation va avoir aussi des aspects qui sont particuliers au lieu de travail. Donc, ça ne peut pas enlever là, la formation qui va être faite dans les lieux de travail. Puis sur cet aspect précis-là, je pense qu'il y a un intérêt à peut-être collaborer avec la CPMT, les associations sectorielles pour développer des formations qui sont propres au secteur d'activité dans lequel on se trouve, puis qui pourraient être aussi adaptées, encore une fois, là, à la réalité du jeune puis de l'apprenant en tant que tel. Puis je terminerai en mentionnant que quand on parle de formation, c'est aussi important de former les employeurs parce qu'encadrer un jeune de 12 ans, c'est pas la même chose qu'encadrer une personne de 35 ou de 50 ans. Donc, il y a un besoin de développer des formations aussi pour outiller les employeurs à répondre aux besoins là, de la main-d'œuvre qu'ils embauchent. Je vous remercie. 25 secondes. 25 secondes, si vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Ça va. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Alors, je vous remercie pour votre contribution à nos travaux. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci tout le monde.